Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir en fin d'après-midi à 18h34, mais comme je suis à Budapest, donc je suis plus à l'est, la nuit est déjà tombée, par rapport à la France, il fait beaucoup plus sombre. Donc ce soir, je voulais faire une petite vidéo sur la musique classique. Alors je ne suis pas un grand spécialiste de la musique classique, mais comme on m'a posé une question qui était au demeurant fort intéressante, alors c'est une question de Mathieu Delaroche, hein, qui m'a posé une question sur la musique classique suite à la vidéo que j'avais faite sur George Michael. Alors j'ai fait cette vidéo pour montrer comment, c'était une vidéo clin d'œil, hein, comment une œuvre peut rester peut continuer, peut rester l'œuvre d'un musicien, l'œuvre d'un artiste, comment une œuvre reste euh, dans le temps et se maintient. L'œuvre passe à la postérité, bien que l'artiste va disparaître. J'ai expliqué ça sur George Michael en expliquant que c'était une pop star, une icône gay, mais qu'en fin de compte, il avait à 21 ou 22 ans fait une musique qui s'appelait une musique de Noël, Last Christmas, et Last Christmas est une musique qui restera pour des dizaines et des dizaines d'années, voire des centaines d'années, dans l'inconscient collectif. Elle sera chantée à Noël parce qu'elle correspond à la mentalité européenne, correspond à nos fêtes, tout y est dedans. Il ne l'a pas fait exprès, hein, mais il est rentré dans l'éternité, dans une fraction d'éternité, par cette petite musique de Noël qui correspondait parfaitement aux attentes des hommes du Nord. Donc là, vous regarderez la vidéo qui est dessus, hein, euh, je ne parle pas de mode, je ne parle pas de type de musique, de type d'accoutrement, non, je ne parle même pas de George Michael en lui-même, je parle du phénomène, comment une musique s'installe dans l'inconscient collectif. Donc, Mathieu Delaroche m'a posé une question, hein, assez intéressante, et salut Fred, j'ai vu ta vidéo sur George Michael, il me dit génial, je le remercie, cool. J'ai une question. Pourquoi les compositeurs allemands sont si connus et universels en musique classique alors que beaucoup moins les Français le sont? Donc, question qui au demeurant pourrait paraître simple, mais qui en dit long sur la musique allemande. Alors, pourquoi les Allemands ont produit tant de musique classique et sont passés à la postérité, la culture allemande, grâce à sa musique, hein. Alors pourquoi les Allemands et moins les Français? Et pourquoi les Italiens aussi ont laissé beaucoup plus de musiciens classiques, hein, d'opéra, que les Français, hein. On a des grands compositeurs français, bien sûr, mais proportionnellement, le nombre de compositeurs, on va dire dans allemand, on va dire allemand et autrichien, puisqu'on va parler de germanophones, hein, euh, de compositeurs germaniques, de langue, hein, et de compositeurs italiens, pourquoi sont-ils beaucoup plus nombreux que les compositeurs français, alors que la France était un pays très peuplé? Donc, cette question pourrait être abordée par un mélomane qui pourrait expliquer les techniques de musique. Bon, c'est beaucoup plus simple que ça. Vous allez voir qu'on en revient toujours à la calorie et à l'énergie, hein. Alors, on se moque un peu de moi, mais si on prend les choses en les étudiant du côté relation énergétique, on se met à comprendre le monde et à comprendre la vie, à comprendre soi-même, à comprendre les autres, à comprendre les causes des choses. Donc, je lui ai répondu, une réponse assez simple, hein. Ben, ils ont produit plus. Comme les Italiens, c'est des petites villes et des petits États qui attiraient les artistes dans des luttes économiques pour rendre les villes agréables et y attirer marchands, ingénieurs et producteurs en tout genre, donc pour attirer la richesse. Donc, on peut s'apercevoir que s'il y a beaucoup plus de compositeurs classiques en Italie et en Allemagne, donc on va dire chez les germanophones et chez les Italiens, ça vient tout simplement de la structure de, de leurs États, de la structure de leur société. La France est un grand pays centralisé, hein, depuis, on va dire, après la guerre de 100 ans, hein, où il y avait des luttes, hein, bien sûr, entre seigneurs, entre rois. La France n'était pas du tout cette grande France qu'on avait, mais elle est devenue rapidement un très grand État centralisé, hein. On allait à la cour à l'époque de Louis XIV, hein, on allait à la cour, tout était géré de la cour, et il y avait un endroit où il fallait briller, c'était Paris, et Paris faisait la gestion et l'administration de toute la France. Donc, pour être un musicien reconnu, donc aller chercher de l'argent, aller chercher
la reconnaissance pour être représenté à la ville, à Paris, représenté à l'endroit où on peut s'exposer, où on peut, en fin de compte, exposer son talent et vivre de son talent, car tout était énergétique, hein, même si on aime la musique, on veut exprimer ce qu'on aime, et il n'y a rien de mieux que de pouvoir s'exprimer dans son art et en vivre, bien sûr, parce que si l'on n'en vit pas, eh ben on évitera de s'exprimer avec, vu qu'on va vite manquer de calories et on va devoir chercher un autre moyen de subsistance. Donc, la France étant centralisée, il y avait beaucoup de gens qui allaient à Paris, mais peu d'élus. Donc, peu, comparativement, de, euh, de musiciens qui perçaient, puisque quand on perce à Paris, on perce pour toute la France, quelque part, puisque c'est là où se fait la vie artistique et politique et administrative et économique du pays, toute la gestion. Donc un grand État centralisé ne génère pas beaucoup, à l'époque, hein, de musiciens, car c'est là où les musiciens vont. Alors pourquoi l'Italie, pourquoi l'Allemagne? Tout simplement parce que l'Allemagne, l'Allemagne était composée de Länder, d'États ecclésiastiques, de villes, toutes plus ou moins indépendants, qui se moquaient un peu des princes qui les dirigeaient, c'est-à-dire l'Allemagne, c'était les confréries, les groupes de puissance économique qui dirigeaient, qui étaient la réelle puissance des pays, et pas les nobles, pas la noblesse. La noblesse était symbolique en Allemagne, hein. Donc, c'est les corporations qui gèrent ça, et il y a beaucoup de villes, de Länder, d'États en Allemagne, hein, ce sont des États, hein, qui sont associés, qui sont unis par la germanitude. Cette germanitude, c'est la langue qui représente le peuple allemand, hein, abritant les gènes allemands, hein, on est la race allemande, reconnue par le sang allemand, la langue allemande, mais à l'intérieur de cette race allemande, il y a une émulation entre les villes qui se font une concurrence acharnée, qui est une concurrence économique, qui a pour but, en fin de compte, d'attirer la richesse à eux et le développement de la ville. Donc comment on attire les riches, comment on attire les marchands, comment on attire les commerçants, comment on attire les ingénieurs qui pourront faire prospérer la ville en installant leurs boîtes, oui, leurs échoppes, leurs bureaux de création, hein, comment on attire ces gens-là, ces créateurs, ces ingénieurs, ces producteurs de richesse, hein, eh ben, on les attire en faisant une belle ville et en faisant venir dans ces villes-là les artistes, les sculpteurs, hein, pour faire des beaux monuments, euh, les bâtisseurs, les architectes, les ingénieurs et les musiciens, pour que la vie soit agréable à tous ces gens qui apporteront de la richesse à la ville. Donc on attire les artistes, hein, on se fait venir les artistes, on leur fait faire des représentations pour tout simplement attirer les producteurs et la richesse énergétique. Donc comme il n'y a pas d'État centralisé, il y a plein de pôles d'attraction. Donc qui dit pôle d'attraction énergétique, dit pôle d'attraction artistique, hein. Donc on peut voir fleurir en Allemagne un nombre important d'auteurs classiques qui vont de ville en ville et qui essaient de se vendre à tel prince qui gère telle région, mais qui derrière a des groupes de puissance comme les corporations des ingénieurs, corporations, je ne sais pas moi, des métalliers, corporations des forgerons, j'en passe et des meilleurs, hein. Donc on peut voir que si la musique classique a explosé en Italie et en Allemagne, je parle de l'Allemagne, je peux aussi revenir sur l'Italie, c'est parce qu'il n'y a pas de centralisation et donc il y a beaucoup plus de chances d'avoir plus d'artistes dans les villes pour attirer l'énergie des producteurs, des commerçants et des producteurs de richesse, hein, de richesse calorique, palpable, hein, pas uniquement par l'esprit. Donc l'esprit attire la matière. Donc on retrouve le même système en Italie, où l'Italie, c'était tout simplement des luttes de villes entre elles, hein, des luttes, il n'y a pas d'Italie unie, hein, ce sont des luttes, hein, de villes, même encore maintenant, hein, l'État italien a du mal à percevoir les impôts, ce sont des villes dirigées par des familles, hein, et ces familles, pour régner, hein, ont intérêt de faire venir à eux des richesses, donc des commerçants, des producteurs, de faire venir la richesse économique, et par ça, on va faire venir de la richesse intellectuelle pour rendre la vie des producteurs, des gens qui produisent, qui amènent de la richesse, plus agréable. Donc c'est pour ça qu'en ville, on lutte, hein, on lutte économiquement, mais en Italie, c'est pour ça qu'en Italie, on lutte économiquement, mais on lutte aussi artistiquement
dans le but d'avoir la ville qui attire le plus d'artistes, qui fait les plus belles musiques, qui fait les plus beaux opéras, qui fait les plus belles représentations artistiques, qui est la mieux construite, avec les plus jolis édifices, hein, avec les belles peintures, les belles sculptures. Alors plus de sculptures extérieures en Italie, bien sûr, le climat se prétend à la sculpture, et de l'Allemagne, hein, ça va resplendir à l'intérieur avec le baroque allemand surchargé, vu que l'extérieur, comme il ne fait pas très beau, on va y faire un peu moins attention. Hein. Donc vous voyez, on voit un peu des choses différentes comme ça, qui sont tout ça des adaptations au climat. Nous sommes les enfants du climat. Hein. Et la structure, et si l'art apparaît quelque part, c'est parce que les structures sociales, hein, sont différentes, et que ces structures sociales sont même en fonction, sont même comment dire, adaptées au climat dans lequel on est. Vous voyez, l'Italie, plusieurs villes qui se font une guerre économique, l'Allemagne, des États, des Länder, des villes qui se font une guerre économique, hein, donc générant bien sûr une guerre artistique, dont le but est d'attirer la puissance économique de ces gens puissants économiquement, ces gens commerçants, ces gens portant des richesses, hein, ces négociants qui viendront dans ces villes, hein, parce qu'il y aura représentation artistique, représentation de musique, belle architecture et belle peinture. Voilà, bon, il y avait pas encore le cinéma, hein, tout ça, mais on voit que c'est ça. Donc vous voyez que tout est lié, que la structure d'un État génère une structure artistique différente, hein, d'un autre État. Par exemple, un État centralisé ne va pas générer la même chose, donc moins de foisonnement de musiciens, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grands artistes en France, hein. Il y a des grands romanciers, il y a plein de choses. Je pourrais expliquer pourquoi le roman est quelque chose qui est très fort, hein, en France, qui est différent du roman russe ou même du roman allemand, hein, qui est un roman, on va dire, qui est plus une explication technique des choses, hein, et le roman français qui serait plus dans la sentimentalité, hein, et le roman russe dans la représentation pragmatique de la réalité, hein, et le roman allemand, on va dire, dans l'analyse pragmatique et technique des choses. Donc on peut voir des choses différentes comme ça en fonction, ça je vais l'expliquer après. Donc voilà ce que je voulais dire sur la musique. C'est assez intéressant, j'espère que je ne suis pas musicien, mais vous voyez que le fait de comprendre les relations énergétiques des choses entre elles vous permet de comprendre pourquoi la musique explose à certains endroits. Alors, il y a un petit truc que je vais vous dire. Par exemple, on peut s'apercevoir que les Russes ont des décors à l'intérieur de leurs églises pleins d'or, alors que l'extérieur est relativement austère, hein, il n'y a pas de sculpture partout, il y a, bon, on fait des dorures extérieures parfois, mais on va dire que l'intérieur est bien plus orné que l'extérieur. On peut voir, alors que, et pourquoi, c'est comme un peu le baroque, quand vous allez en Allemagne, hein, vous voyez l'intérieur des édifices sont extrêmement sculptés, hein, et l'extérieur est peut-être des fois un peu moins sculpté que l'extérieur des bâtiments européens. Alors pourquoi? Tout simplement, c'est des histoires de climat, hein. Quand il fait froid, on est à l'intérieur, et c'est à l'intérieur où on va admirer la beauté des choses et la couleur qui nous manque dans le froid de l'hiver, hein. Alors qu'en Italie, vous voyez que l'Italie est tout en sculpture extérieure, hein. Vous voyez, c'est des sculptures, des fontaines partout. Ben oui, on peut le faire, hein. Il fait beau, on est souvent dehors, hein, bien que l'intérieur soit beau aussi, mais on est dans la sculpture extérieure, et plus on arrive par exemple en Russie, on est dans la couleur chatoyante intérieure. Voilà, vous n'avez qu'à regarder à l'intérieur du Kremlin, hein, et vous allez voir, je pense qu'on peut le visiter virtuellement, hein, vous allez voir la différence de couleur et d'or, de dorure qu'il y a quand on passe dans des zones froides où l'hiver est long, hein. La couleur devient interne, car externe c'est le blanc et la rigueur du climat, alors que quand on est en Italie par exemple, ça sera la sculpture extérieure et les couleurs extérieures, hein, parce qu'on est à l'extérieur, moins à l'intérieur. Voilà, c'était Fred Delavier, j'espère que vous avez compris, nous sommes les enfants du climat, tout s'explique d'une façon énergétique. À bientôt, paix sur Terre. Bonne année 2017 encore, petite vidéo d'un télo musclé. À bientôt.